Le Corsair 6500X a été présenté il y a tout juste un an. Un boîtier aquarium au format cube avec une architecture dual chamber, du mesh, de la place pour organiser son câblage, plusieurs possibilités pour accueillir du refroidissement, compatible Asus BTF et MSI Project Zero, le tout dans un châssis robuste. On voit ça maintenant. Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour faire le focus de ce magnifique Corsair 6500X. Alors, on va aborder le sujet du montage, du cam management, dont je me suis absolument régalé à faire, de la partie airflow et refroidissement, de la qualité des matériaux ainsi que des différentes déclinaisons que la marque propose. De toutes les façons, je vous mets le lien du boîtier en description de la vidéo, comme ça vous pourrez aller checker. À savoir que c'est une vidéo qui a été faite à la demande de plusieurs clients qui voulaient avoir mon retour d'expérience sur ce type de boîtier, Dual Chamber, MSI Project Zero ou comme ici Asus BTF. Je précise que je ne suis malheureusement pas sponsorisé par Corsair. C'est moi qui ai acheté le boîtier ainsi que tous les composants présents dans ce boîtier. Et croyez-moi que ça m'aurait peut-être intéressé. Ça m'aurait peut-être dispensé de manger des banzai nouilles pendant 2 mois. De toutes les façons, on n'est pas là pour se plaindre ou discuter du prix exercé par Corsair. On a devant soi un boîtier ultra premium, ultra quali, avec des finitions impeccables. Et comme vous le savez, la qualité a un coût. On voit ça tout de suite. Avant de passer en revue le Corsair 6500X, je vous propose de faire un tour rapide de la configuration choisie. On va bien sûr commencer par la carte mère, qui est pour moi le point essentiel de la vidéo, puisque nous avons devant soi un boîtier compatible BTF de chez Asus ou MSI Project Zero. Alors tout ça, ça veut dire quoi? Eh bien, ce sont tout simplement des cartes mères qui ont la particularité d'avoir leur connecteur, donc tout ce qui est front panel, alimentation, port USB-C, etc., etc., à l'arrière de la carte mère. Et tout ça, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert d'avoir un PC aquarium comme celui-ci, aussi épuré, de n'avoir aucun câble apparent. Donc je suis parti sur un modèle de chez Asus TUF Gaming avec le chipset Z790, compatible Wi-Fi et PCI Gen 5, DDR5 également, et compatible avec les tout derniers processeurs. Le processeur choisi ici, c'est un i7 de 14e génération, le 14700 KF précisément. Alors lui, je l'appelle le sang chaud. Je l'appelle le sang chaud parce qu'il monte très vite en pression. On passe de 30 degrés en idle à 90-100 degrés. Attention, sur un benchmark, en situation réelle, je l'ai rarement vu dépasser 65-70 degrés. Sachant que j'ai ici un IO assez performant. D'ailleurs, je suis parti sur le Corsair iQ 360 Titan avec l'écran LCD. Donc, il me semble que c'est le modèle le plus haut de gamme chez eux. Je crois qu'il n'y a pas plus haut. Donc voilà, toujours est-il que si vous n'avez pas un IO ou un ventirad digne de ce nom, attention, lui, à un moment donné, il va s'autoréguler. Donc, ce n'est pas le but quand on a ce genre de matériel. On poursuit avec la mémoire. La mémoire, on reste chez Corsair pour avoir 2 fois 16 Go avec des timings serrés, modèle RGB évidemment, c'est toujours mieux. On poursuit avec le stockage, le stockage qui est un Samsung 990 Pro. Alors, je suis partisan en informatique de ne jamais changer une équipe qui gagne. Je bosse personnellement depuis plus de 10 ans avec 3 marques. Be Quiet, Corsair, Samsung. Alors, ça ne me dispense pas de mettre parfois d'autres marques, mais les 3 marques là que je vous ai citées, je leur fais confiance puisque avec tous les disques durs, et franchement j'en ai vendu pas mal, de disques durs SSD ou NVMe, je n'ai jamais eu un seul retour. Donc voilà, donc je ne change pas une équipe qui gagne. C'est pour ça que je suis parti sur celui-ci en modèle 2 Tera. Ensuite, on poursuit avec l'alimentation. C'est important l'alimentation. L'alimentation, pareil, toujours Be Quiet, on ne change pas une équipe qui gagne.
Là, pareil, j'ai aucune affiliation, j'ai pas de prix chez Be Quiet ou autre, mais il faut connaître qu'ils sont sérieux, ils savent faire des alims. Quand il y a un problème, ils sont réactifs. En général, on peut toujours avoir des mauvaises surprises, mais je suis très satisfait de leur SAV. Et même moi, j'ai eu affaire à eux il y a 2 ans et demi maintenant, un peu plus de 2 ans et demi. Et ils m'ont renvoyé une alimentation neuve parce que mon alimentation était défectueuse au bout de 4 ans et demi. Et je trouve ça sérieux. Vous allez me dire que c'est certainement normal, mais moi je vous répondrai, ne soyez pas idéaliste parce que croyez-moi que dans ma carrière, j'ai vu des choses un peu aberrantes. On termine à la partie ventilation. Alors la partie ventilation, c'est important. En plus, c'est sympa, on a un environnement ultra épuré. Corsair a réussi à faire un produit exempt de câbles. En fait, il y a des câbles, mais ils sont ultra bien cachés. Et en plus, on a un système qui fonctionne bien, qui est bien géré. J'ai envie de dire, magnifique. Donc, j'ai fait le choix d'avoir une rampe de 3 x 140 mm sur la partie inférieure. Sur la partie latérale, on a 3 x 120 mm. Sur la partie arrière, on a 1 x 140 mm. Et pour terminer, mais ça c'est l'AIO, on a 3 x 120 mm. Et là, on poursuit sur la suite de la vidéo pour parler de l'airflow et c'est maintenant. J'en entends déjà qui vont se dire, attends, tu nous as présenté ta super config là, tu es en train de nous présenter un super boîtier et tu nous as même pas parlé de ta carte graphique. Mais est-ce qu'il est judicieux en 2025 de parler d'une modeste RTX 2080? En réalité, je pense que oui, puisque sur un titre comme Indiana Jones, dont je suis en train de faire actuellement, j'oscille entre 65 et 75 FPS selon les endroits du jeu. Précisons, en 2K et selon l'endroit du jeu. Mais je trouve que c'est une performance tout à fait honorable pour une carte graphique de cette génération-là. Alors évidemment, on ne parle pas de technologie, on ne parle pas de DLSS, on ne parle pas de ray tracing, etc., etc. On est en puissance brute et je trouve qu'elle se débrouille pas si mal. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que la prochaine vidéo portera sur la série 5000 de chez Nvidia. Est-ce qu'il vaut mieux attendre le retour des stocks ou se rabattre sur le marché de l'occasion? À quel prix il faut les acheter? Est-ce que les prix ne sont pas devenus complètement fous? Spoil alerte, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais bon, ça c'est un autre sujet, on l'abordera plus tard. En tout cas, ce que je peux vous dire, restez connectés parce que la prochaine vidéo devrait normalement vous plaire et vous comprendrez pourquoi. En attendant, on retourne au Corsair. Alors la partie airflow, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement la circulation d'air que tu vas avoir dans ton ordinateur. Dans ce boîtier, on va retrouver pas moins de 10 ventilateurs. Sur la partie inférieure, on va trouver 3 ventilateurs de 140 mm placés en mode aspiration. De même sur la partie latérale, on va avoir 3 x 120 mm placés en mode aspiration également. Ce qui veut dire que l'air ambiant de ta pièce va être aspiré par les 3 cm que Corsair a judicieusement laissés. L'air va passer également par la partie latérale pour être amené à l'intérieur de ton PC. Ensuite, le QX140, donc le ventilateur de 140 mm à l'arrière de ta tour, va permettre l'extraction de l'air. Donc celui-ci est placé en mode extraction. De même que les 3 ventilateurs de l'AIO, ce sont 320 mm, qui sont placés en mode donc extraction. Attention, on va retrouver devant les ventilateurs le radiateur qui sert au refroidissement de ton processeur. Donc, ce n'est pas parce qu'on a 3 x 120 mm que tu vas avoir 3 x 120 mm de potentiel de soufflerie. Il va y avoir un léger frein qui va se créer. Et là, tu as envie de me dire, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de ventilateurs en mode aspiration? Tu vas voir. Le fait de placer plus de ventilateurs en mode aspiration dans ton boîtier va faire en sorte de créer une légère surpression à l'intérieur de ton boîtier. Et là, tu te demandes, mais pourquoi mettre plus de pression à l'intérieur de ton boîtier?
Eh bien, le fait de mettre plus de pression dans ton PC fera en sorte de limiter l'infiltration de ta poussière. Parce qu'on m'a dit que tu ne faisais pas trop le ménage. Oui, mais je pense aussi que le fait de faire entrer plus d'air frais dans ton boîtier, ça sera encore mieux. Attends, je te réponds. Bon, tu seras d'accord avec moi qu'un PC type aquarium comme celui-ci n'est pas hermétique à 100%. Si tu t'amuses à mettre de l'eau et des poissons rouges à l'intérieur, l'eau et les poissons rouges partiront par là où ils veulent. Enfin, peut-être pas les poissons rouges. Eh bien, l'air, c'est pareil. Alors, j'ai fait quelques relevés de bruit. À noter que le boîtier se trouve sous mon bureau à 80 cm de mes oreilles et j'obtiens un joli 36 dB. Alors attention, 36 dB quand il est comme ça. Porte vitrée ou pas, très sincèrement, j'ai fait les tests avec et sans, je vois aucune différence. Ce qui est logique puisque un PC aquarium n'est pas considéré comme super isolé, voire pas isolé du tout. Alors bien évidemment, cela dépendra du profil de refroidissement que tu auras choisi. Forcément, si tu commences à le mettre en mode extrême, ben, tu te douteras bien qu'à un moment donné, l'air, tu vas l'entendre un petit peu circuler. Hein? Faisons maintenant le point de température. Nous aurons 15 degrés sur Paris, un habituel et modeste 3 degrés dans la région strasbourgeoise et pour terminer, un étouffant 41 degrés sur Marseille. Bon, après le point météo précédent, je propose plutôt de s'intéresser aux températures de notre Corsair ici présent. Donc lorsque la température ambiante de la pièce est de l'ordre de 21 degrés, on obtient un joli 25 degrés au repos. Dans les mêmes conditions, sur le jeu Indiana Jones, parce que moi j'aime bien Indiana Jones, c'est mon jeu préféré du moment. J'ai entre 32 et 33 degrés après un quart d'heure de jeu vidéo. Donc est-ce qu'on a le droit de dire que le Corsair est bien ventilé? Ben oui, mais en même temps, tu as 10 ventilateurs, donc heureusement que ça ventile. Allez, je vous emmène maintenant à l'intérieur du boîtier pour que vous puissiez vous rendre compte du câblage ultra épuré. On retrouvera seulement ici les deux câbles USB type C servant à la lime du Waterblock et son écran. On se dirige peu à peu vers la carte graphique et son alimentation. Et pour tout le reste, ça se passera de l'autre côté. Avant de passer à la fermeture du panneau latéral méché, je voulais vous présenter et faire une mise au point sur la connectique présente à l'arrière de la carte mère. Donc on retrouve bien ici le connecteur principal carte mère, un port USB-C et USB 3. Si on se rend un tout petit peu en bas, on va rencontrer deux ports pour brancher une carte vidéo en BTF, pour là aussi supprimer tous les câbles. Derrière toute cette masse de câbles se trouve le front panel. Et puis si on se rend en bas à droite de la carte mère, on va découvrir un port HD audio et deux ports USB 2. Alors on retrouve ici le hub IQ Link qui sert à toute la partie câblage et alimentation de votre système IQ, donc tout ce qui est partie ventilation Corsair et qui est franchement, je dois dire, très bien géré. Donc je me suis servi de cette cage à disque dur pour le fixer et je précise que c'est aimanté. Je trouve ça vraiment pas mal. Allez, je vous emmène maintenant à l'arrière du boîtier pour rendre visite à l'alimentation placée en mode vertical et un tout petit peu plus haut, le rack à disque dur. On se retrouve ensuite sur la partie supérieure pour retirer le filtre et apercevoir le radiateur de l'AIO. Pour rester dans le thème filtre, on va retirer celui de la partie inférieure en espérant qu'il soit propre.
On continue par le panneau supérieur pour rendre visite au bouton power, à la prise jack, au port USB-C, aux 4 ports USB 2 et USB 3 et au bouton reset au cas où Windows perdrait les pédales. Alors avant de terminer cette vidéo sur ce petit boîtier Corsair, enfin petit, peut-être pas, mais généreux, oui, je voulais vous présenter les différentes déclinaisons que Corsair proposait. Comme vous avez pu le voir tout au long de la vidéo, je suis parti sur une version noire noyée. Pour tous les amoureux du bois, cette version existe aussi en blanc bambou. J'ai fait le choix de partir sur du bois puisqu'il s'intègre parfaitement dans mon espace de vie et de travail. J'ai du parquet et un bureau en bois. En plus de ces deux déclinaisons, Corsair propose du noir, noir alu, blanc et blanc alu. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et les couleurs. Ensuite, on va aborder le sujet du prix. Alors le prix, on parle d'un boîtier nu, exempt de tout ventilateur. On est à 265 €. Ensuite, si tu veux la même configuration que celle-ci, c'est-à-dire avec les 3 x 140 mm sur la partie inférieure et les 3 x 120 mm sur la partie latérale, il faudra débourser 290 € et manger quelques banzanouilles encore quelques temps. Ensuite, pour la partie AIO, parce que là on n'a toujours pas l'AIO, il faut rajouter à ce prix-là 290 €. Alors moi c'est la version haut de gamme, il me semble qu'il n'y a pas plus cher chez eux. On est à 290 € pour l'AIO Corsair 360 Titan avec l'écran LCD. On termine en parlant des dimensions qui sont assez conséquentes pour avoir dû refaire sur mesure mon bureau, puisqu'en largeur, il ne passait plus. Donc on a un boîtier assez épais. On est à 32 cm de largeur. Ensuite, concernant la profondeur et la hauteur, on est sur des dimensions assez standards. On est à 47 de profondeur sur 49,5 de hauteur. Je précise aussi que le boîtier, si je ne dis pas de bêtises, accepte les cartes graphiques jusqu'à 40 cm. Donc on a largement la place. La vidéo sur le Corsair 6500X touche à sa fin. Si son contenu vous a plu, un like, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions ou des suggestions, la section commentaires est faite pour vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.